Madame la Présidente, chers amis, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Donc j'ai la charge assez difficile de passer après Thibault pour vous parler des autres cardiomyopathies restrictives, autres que l'amylose, et bien sûr nous centrer sur l'imagerie. Alors nous avions des anciennes recommandations qui étaient assez confuses, mais vous voyez que les cardiomyopathies restrictives comprennent beaucoup de pathologies en dehors de l'amylose. Et nous avons récemment, l'année dernière, eu la publication de ces recommandations qui, je dois vous dire, sont quand même assez difficiles à appliquer dans notre quotidien, mais enfin elles ont le mérite d'exister. Et donc je voudrais commencer par la classification qui me paraît extrêmement importante parce qu'elle est physiopathologique pour comprendre comment l'imagerie va pouvoir nous aider, parce qu'on a vu avec Thibault la richesse des possibilités que nous avons avec l'échographie plus la scintille osseuse de faire le diagnostic, mais ce n'est pas toujours la même chose pour d'autres causes de restriction. Alors vous avez, premièrement, une dysfonction intrinsèque du myocyte, c'est-à-dire que ce n'est pas l'espace extracellulaire comme dans l'amylose qui est atteint, mais c'est un stockage dans le myocyte lui-même. Et là-dedans, vous avez le Fabry essentiellement et l'hémochromatose. J'ai choisi naturellement quelques pathologies que vous avez l'habitude ou que vous pourrez rencontrer. Donc là, il faut bien comprendre que c'est une dysfonction intrinsèque du myocyte. La pathologie est dans le myocyte. Vous avez par ailleurs les désordres endomyocardiques, c'est l'hyperéosinophilie, c'est les carcinoïdes, etc., qu'on voit quand même beaucoup plus rarement. Et par ailleurs, on vient d'en parler, les désordres qui intéressent l'espace extracellulaire. Et effectivement, vous avez l'amylose, vous avez d'autres pathologies comme la sarcoïdose, et puis d'autres également comme la chimiothérapie, le post-radique. Donc vous voyez que c'est extrêmement diffus comme pathologie, et je me limite à l'adulte, je ne prends pas les restrictions chez l'enfant. Vous voyez que dans chaque colonne, vous avez du bleu, ce qui correspond à des pathologies qui sont d'emblée et en permanence restrictives, et puis des pathologies en rose, vous voyez dans chaque colonne, où la cardiomyopathie peut être restrictive, mais pas toujours. Ça peut être aussi évolutif par rapport au moment où vous faites le diagnostic. Donc le fait d'être restrictif ou non restrictif, surtout, n'élimine pas le diagnostic. Donc, le dénominateur commun, et c'est ça qui est important, c'est la restriction. La restriction, vous savez qu'elle est caractérisée par une hémodynamique restrictive, dans ce cas-là, plus ou moins permanente. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de restriction que vous n'avez pas affaire à une pathologie potentiellement restrictive. Le groupe est très hétérogène avec des étiologies multiples et vous avez une diversité donc des phénotypes et vous pouvez définir les cardiomyopathies restrictives vraies avec un profil restrictif systématique et des pathologies qui sont occasionnellement restrictives, dites phénotypes mixtes. Alors, la restriction, vous savez, en échographie, effectivement, c'est le point capital, c'est l'échographie. Et les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles sont relativement communes et constantes. Une cavité plutôt petite ou de taille normale, une fraction généralement préservée, sauf dans les formes très évoluées, des épaisseurs ventriculaires qui peuvent être hypertrophiques, bien sûr, et là on va voir les diagnostics différentiels, mais qui peuvent être aussi normales. Des oreillettes généralement fortement dilatées en raison même de la restriction, et une fonction diastolique toujours anormale, mais pas toujours restrictive. Et vous avez une évolutivité, mais ça vous connaissez ça très bien, du profil restrictif, du profil qui va pouvoir évoluer vers la restriction, avec un E sur A supérieur à 2,5, un temps de décélération de long d'E, vous savez ça par cœur, inférieur à 150, des pressions de remplissage élevées, et des oreillettes et une veine cave inférieure pléthorique et non respirante. Alors bien sûr, la première des pathologies, on vient de vous en parler, c'est l'amylose. Il faut bien vous souvenir que c'est une affection de l'espace extracellulaire. Les fibrilles, elles ne vont pas dans le myocyte, elles vont dans l'espace extracellulaire. Ce qui permet de comprendre certaines particularités, en particulier en IRM, avec un T1 natif myocardique qui est augmenté, un volume extracellulaire myocardique qui est augmenté. C'est important parce qu'il y a certaines pathologies où vous aurez beaucoup de mal à faire le diagnostic uniquement sur l'écho et où vous aurez besoin de l'IRM. Bien sûr, je rejoins Thibault avec la difficulté des fois de la disponibilité. Mais souvenez-vous bien que c'est une cardiomyopathie restrictive
par infiltration de l'espace extracellulaire qui va se traduire en IRM par un terme augmenté. Alors, une autre pathologie qui est un petit peu en vogue, je dirais, actuellement, parce qu'on commence enfin à découvrir, c'est la sarcoïdose, qui là également est une maladie infiltrative de l'espace extracellulaire, qui n'est pas toujours facile à diagnostiquer, surtout si vous n'y pensez pas, qui est une maladie systémique, qui va toucher d'autres organes que le cœur, et dont le signe clinique le plus fréquent sont des troubles rythmiques ventriculaires. Alors, c'est une pathologie inflammatoire, et ça c'est très important à retenir, d'origine inconnue, due à des granulomes inflammatoires non caséeux, avec des atteintes de plusieurs organes, et la plus fréquente, vous le savez, c'est les atteintes pulmonaires, et l'atteinte cardiaque va jusqu'à 10% des cas. Et vous voyez que dans les années antérieures à 2020, le diagnostic était exceptionnellement fait. L'échographie a peu de spécificité, on a souvent des anomalies de la cinétique pariétale qui ne sont pas très importantes et qui n'ont pas tellement de spécificité, si ce n'est peut-être l'amincissement très localisé du septum antérobasal et une atteinte du VD qui peut vous en imposer pour une dysplasie arythmogène, d'autant que vous avez des troubles du rythme ventriculaire qui peuvent être extrêmement graves. Alors, en quoi l'imagerie va nous aider ? L'IRM, là, va nous montrer un rehaussement tardif dans des territoires non coronaires, mais qui, là aussi, n'ont pas beaucoup de spécificité. Et souvent, l'importance du rehaussement tardif est associée à l'importance des événements rythmiques. Mais il y a un examen clé. On a parlé du sucre et de la mitochondrie hier, mais alors là, les cellules inflammatoires, elles aiment beaucoup le sucre aussi. Donc, un moyen de faire le diagnostic, c'est de faire une tomographie avec du sucre marqué qui va se fixer sélectivement, qui va se fixer sur le cœur, et on va compléter ça par un scan corps entier pour voir s'il n'y a pas d'autres organes qui sont touchés et qui seront facilement accessibles à une biopsie. Donc ça, la PET, c'est vraiment le critère clé du diagnostic. Il faut vraiment savoir y penser. Alors voilà l'organigramme d'un petit peu décisionnel. Vous faites une IRM quand vous avez une suspicion, en particulier devant des pathologies pulmonaires. Soit il y a un rehaussement tardif et vous allez faire une biopsie myocardique, soit il n'y en a pas, vous allez faire une PET et vous allez voir s'il y a une fixation cardiaque ou extracardiaque. Et si vous avez une fixation extracardiaque, vous allez faire une biopsie qui va vous donner le diagnostic. Donc ça, c'est important. Alors le Fabry, je voudrais insister un tout petit peu sur la pathologie du Fabry, qui est là une dysfonction intramyocardique. Alors ça, c'est une maladie très très étonnante, puisque c'est une maladie qui est génétique et qui est liée au chromosome X. Alors on est tous XY pour ces messieurs et on est XX pour les dames. Ça, jusqu'à présent, je vous ai rien appris. Mais c'est porté par le chromosome X. Et c'est une mutation du gène de l'alpha-galactosinase qui va entraîner une accumulation intracellulaire de débris qui sont des glycosphingolipides. Et donc, ça va être une atteinte, là également, qui peut toucher le cœur, le rein, les vaisseaux. Donc, il va y avoir, là aussi, des signes extracardiaques. Pas de transmission homme à homme. Et donc, le diagnostic différentiel majeur, vous allez voir que ça ressemble terriblement à une cardiomyopathie hypertrophique, soit sarcomérique, soit de l'amylose. Et c'est là qu'on va faire la différence avec l'imagerie. Et vous voyez qu'il y a plus de 1%, ce qui ne vous paraît pas beaucoup. Vous en rencontrerez peut-être pas dans votre vie, mais peut-être que vous en rencontrerez, de diagnostic. Et c'est d'autant plus important de Fabry qu'il y a des possibilités thérapeutiques nouvelles, intéressantes. Donc, le Fabry, chez la femme, dans la mesure où elle a 2X, effectivement, l'alpha-galactosidase, elle va être capable d'en produire. Donc, si ça se trouve, elle n'aura jamais de signe de sa vie et elle pourra avoir un taux d'alpha-galactosidase qui est relativement bas, mais pas toujours. Donc, ça sera le test génétique obligatoire pour dépister chez la femme. Et chez l'homme, il n'y a pas du tout d'X. Donc, il n'aura pas du tout de production d'alpha-galactosidase. Et vous allez avoir une manifestation plus sévère, plus précoce et de plusieurs organes. Donc, chez l'homme, il suffit de faire un dosage de l'alpha-galactosidase pour se rendre compte qu'il est quasiment nul ou très abaissé. Et on n'a pas besoin, dans l'immédiat, de faire ça. Et puis, vous avez des centres de référence également. Donc, je ne vais pas insister sur les formes cliniques, soit chez l'enfant, avec une atteinte pluri-organes systémique, soit beaucoup plus tardive, donc des formes classiques phénotypiques ou des formes non classiques.
beaucoup de signes extracardiaques, dont certains sont similaires à l'amylose, et puis surtout le fait qu'à l'interrogatoire, vous n'avez pas de transmission homme à homme, et vous allez avoir des anomalies électriques également, mais on les a aussi dans l'amylose, et puis des signes échographiques sur lesquels je vais un petit peu insister, et des signes avec d'autres imageries. Alors, à l'écho, voilà ce que ça donne. Ça donne une HVG asymétrique, mais souvent postérolatérale. Ça, cette slide en bas à gauche, c'est Eric qui me l'avait filé il y a fort longtemps. Vous avez une baisse du strain avec un gradient bas-apex, ça vous rappelle quelque chose. Vous avez aussi une hypertrophie ventriculaire droite, ça vous rappelle aussi quelque chose. Et vous avez une atteinte valvulaire qui est possible, ça peut aussi vous rappeler quelque chose. Mais vous avez aussi des signes qui ne sont pas constants, mais qui sont très impressionnants, qui sont des hypertrophies disproportionnées des piliers. Je dois vous dire, quand j'ai fait cet examen, j'étais persuadée que c'était du sarcome hérémique jusqu'à ce qu'on fasse un dosage de l'alpha-galactosidase. Donc il y a un vrai problème diagnostique différentiel entre une CMH sarcomérique et puis aussi parfois avec l'amylose. Donc qu'est-ce qui va nous permettre d'aller plus loin? Là, l'IRM est quand même très très intéressante parce que vous avez un mapping natif qui est très bas. Hein, c'est l'espace, c'est le myocyte qui atteint l'espace extracellulaire. Il est normal, il est typiquement normal puisqu'il n'y a pas d'accumulation au niveau du myocyte. Donc, vous avez ce tableau qui vous résume un peu tout ce que vous devez chercher quand vous avez un doute, l'hypertrophie des piliers, le gradient basse-pointe, comme dans l'amylose, les atteintes valvulaires qui sont possibles, la dilatation des aortes, vous avez aussi des oreillettes, pardon, vous avez aussi parfois une dilatation de l'aorte ascendante, vous avez une atteinte du ventricule droit, et vous avez surtout ces signes spécifiques en IRM qui sont une baisse du T1 mapping et une augmentation du T2. La surcharge en fer, je vais passer rapidement, je ne sais plus combien il me reste de temps, 3 minutes. Il y a une accumulation du fer dans le myocyte, donc c'est aussi intramyocardique. Vous avez différentes causes, hein, les hémochromatoses génétiques, les hémochromatoses secondaires, les transfusions, les thalassémies, les myélodysplasies, donc ce n'est pas si rare que ça. L'écho a très peu de spécificité. Vous avez au début une dysfonction diastolique, puis en l'absence de chalateur du fer, vous avez une évolution vers une cardiomyopathie dilatée, une baisse de la fraction d'éjection avec un phénotype restrictif qui peut être parfois masqué par l'anémie. Et vraiment, c'est en seconde ligne après l'IRM, parce que l'IRM actuellement permet d'évaluer précisément la surcharge en fer avec un T2 mapping ABC. C'est un paramètre qui est le mieux validé et le mieux corrélé à la dysfonction VG et au taux de ferritine sérique. Et ça semble être un peu révolutionner la prise en charge des thalassémies avec une atteinte cardiaque fréquente. Donc il ne faut pas oublier ça chez ces patients, hémochromatose génétique, transfusion multiple, thalassémie, myélodysplasie. Je passe. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres causes. Là, je vous ai pris 3 exemples parce qu'il n'était pas question en 15 minutes de vous tracer toutes les causes de cardiomyopathie restrictive. Hein. Les post-radiques, où là c'est assez compliqué parce que vous pouvez avoir toutes les tuniques atteintes, donc de faire la différence entre une constriction péricardique et une atteinte myocardique, ce n'est pas toujours facile. Les toxicités aux anthracyclines ou aux trastuzumab, les cardiomyopathies restrictives dues à des fibroses endomyocardiques, et là vraiment l'IRM et le scanner sont très intéressantes, les carcinoïdes et les atteintes, par exemple, comme les cardiomyopathies mitochondriales. Je crois que c'est la seule que j'ai vue de ma vie, mais voilà. Alors, le grand diagnostic différentiel, et j'en finirai par là, c'est la constriction péricardique. Hein, je vous ai parlé du post-radique en particulier, où vous avez le septal shift, où vous avez l'alternance respiratoire des flux tricuspides et mitraux, où vous avez le flux reverse diastolique expiratoire dans les VSH, dans les veines suprahépatiques. Vous avez aussi souvent cet aspect un peu de compression du péricarde du ventricule droit que vous voyez très bien. Et donc au scanner, vous avez ces atteintes que vous voyez beaucoup mieux. Et puis surtout, n'oubliez pas cette interdépendance ventriculaire qui sont modulées par la respiration et qui doivent vous amener au diagnostic de constriction péricardique. Donc ça, n'oubliez pas ça, différence constriction versus restriction, c'est très important. Donc je finirai à l'heure. L'imagerie des CMR, des cardiomyopathies restrictives, est un groupe, vous voyez, très hétérogène. Le dénominateur commun, c'est la physiopathologie restrictive vraie ou mixte, et l'écho là est en première ligne. Ensuite, les maladies infiltratives qui affectent l'interstitienne,
l'interstitium dont l'archétype est l'amylose et la sarcoïdose. L'imagerie, vous l'avez vu, naturellement est importante en écho, mais vous avez vraiment parfois des diagnostics différentiels qui vont se faire entre un Fabry, par exemple, et une amylose, avec un TR mapping allongé. Des maladies inflammatoires comme la sarcoïdose, où là, c'est la scintigraphie au sucre, la PET qui va vous permettre de faire le diagnostic. Les maladies de surcharge, accumulation de produits non dégradés au sein du cardiomyocyte, c'est le Fabry et l'hémochromatose, avec un espace extracellulaire qui est strictement normal, un TR mapping qui est très bas. Les maladies de l'endocarde, qu'on a assez peu, en tout cas en Europe, l'occasion de voir, ou les tumeurs carcinoïdes, les atteintes cardiaques. Et enfin, les maladies interstitielles, où vous avez les deux, donc que je n'ai pas abordé, dans les mutations sarcomériques ou toxiques. Enfin, l'approche est naturellement multidisciplinaire, parce que ça touche souvent plusieurs organes, et vous avez une progression actuelle indiscutable des modalités thérapeutiques qui nous poussent peut-être à faire le diagnostic plus précocement que nous le faisions avant. Je vous remercie de votre attention.